Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Une bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement annonce le paiement d'une avance de salaire pour le démarrage de la prochaine rentrée des classes. C'est la principale information qui ressort de 4 heures de travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Dans ce journal, nous allons suivre le point fait par le ministre d'État Abdoulaye Biachane, président de la commission. Il sera suivi du secrétaire général de la CSTB, Naimi Kassa Mampo. Nous parlerons également dans ce journal de la sécurisation des installations, des institutions, des systèmes financiers décentralisés et leur rentabilité. C'est à travers une séance de réflexion initiée par la Direction générale de la microfinance. La rencontre qui se tient à Cotonou a permis de présenter aux participants les résultats de recherches effectuées à cet effet. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les acteurs du monde scientifique se mobilisent pour ensemble étudier, analyser et valider le rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche-innovation au Bénin. C'est à la faveur d'un atelier dont les travaux se tiennent à Cotonou. Dans ce journal, le point de la cérémonie d'ouverture des travaux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Une bonne nouvelle, je l'annonçais, pour les aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement annonce le paiement d'une avance de salaire pour le démarrage de la prochaine rentrée des classes. C'est la principale information qui ressort de 4 heures de travaux de session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La commission présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biachane a connu la présence des secrétaires généraux de confédérations et centrales syndicales ainsi que des membres du patronat béninois. Que retenir donc de ces heures de négociation? Élément de réponse avec le ministre d'État, président de la commission. Il est suivi du secrétaire général de la CSTB, Naimi Kassa Mampo. Suivant. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passée et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. La seule chose qu'on a pu savoir aujourd'hui des AME, c'est qu'en fait, on va leur faire une avance sur salaire, un genre de prêt d'1 mois de salaire pour leur permettre d'effectuer la rentrée et qu'on va commencer par payer, qu'ils vont commencer par rembourser à partir du mois de janvier 2023. Or, les AME sont un peu comme la pluie tombe en saison sèche. Lorsqu'une pluie tombe en saison sèche, quelques minutes après, l'eau disparaît. Un AME à qui on remet 60 000, 80 000, 100 000, tout de suite, mais ça disparaît. Ça ne peut même pas lui permettre de préparer la rentrée. On a demandé s'ils sont pris en compte pour la rentrée. Les primes de rentrée, non, ils ne sont pas pris en compte. Il faut attendre novembre pour savoir ce qui est prévu pour eux. Et en même temps, novembre pour savoir ce que le gouvernement prévoit par rapport à la question de revalorisation des salaires. Et j'ai dit aussi qu'il faut créer les conditions de négociation. Il n'y a pas de négociation au Bénin. Il n'y a pas de dialogue social au Bénin. Surtout qu'on n'a jamais satisfaction. Aujourd'hui encore, là, c'est juste diligence. Il n'y a pas de façon concrète des décisions du gouvernement pour satisfaire aux revendications des travailleurs. Les revendications des travailleurs de la santé, de l'éducation,
du développement rural de tous les secteurs. Tout ça, c'est sur la table du gouvernement. On nous dit, dans les semaines et les mois à suivre, qu'on va nous inviter pour une session ordinaire. Dans tous les cas, les travailleurs doivent savoir que s'ils ne se mettent pas au combat, s'ils ne se mettent pas à lutter, ils n'auront pas satisfaction des revendications. Nous, la rentrée toujours a lieu. De toute façon, on aura encore une rentrée politique. On n'a pas dit qu'on va faire grève à la rentrée, mais lorsque les gens vont à la rentrée sans argent. En politique, les acteurs culturels membres du Bloc républicain renouvellent leurs vœux de mobilisation autour de cette formation politique pour les échéances électorales à venir. Une annonce faite ce mercredi à Cotonou à la faveur d'une rencontre avec le bureau politique du parti. À la tête de la délégation du Bloc républicain, le secrétaire général national, Abdoulaye Biotchane. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Narcisse Alossé. Le secrétaire général national du Bloc républicain au contact du monde culturel béninois, Abdoulaye Biotchane, répond surtout à l'invitation de ces acteurs culturels qui sont porteurs d'un vœu, renforcer leur mobilisation autour du parti au cheval blanc cabré pour les futures échéances électorales. Les hommes politiques vont sur le terrain en compagnie des artistes. Donc ils savent bien que nous jouons un rôle de mobilisation. Donc tous ces artistes-là sont des ambassadeurs. C'est des gens qui vont aller parler du bien aux populations. Nous avons les armes les plus efficaces, car nous sommes les acteurs les plus proches des communautés à la base. Chaque artiste, dans sa localité, est un locuteur avéré, un communicateur attitré. Vous n'avez rien à craindre, monsieur le secrétaire général national. Et puisque la route du développement passe par le développement culturel, nous voulons accomplir notre part en tant que sachant. Commandant, quels sont vos ordres? Des sachants pour l'exercice de mobilisation populaire autour des compétitions politiques qui demandent le mot d'ordre à suivre. Et le général des troupes n'a pas hésité avant de dévoiler la barque à mission. Je n'ai pas de doute que si vous êtes avec nous, nous allons gagner. Ce que je vais vous demander solennellement, c'est de partir d'ici, d'aller dans les communes, d'aller dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville, pour porter le message que le Bloc républicain, c'est votre parti. Que le Bloc républicain, c'est le parti qui va construire le Bénin. Et donc, c'est le parti qui doit être, à l'échéance prochaine, le premier parti du Bénin. L'ambition est ainsi affichée publiquement, faire du Bloc républicain le plus grand des partis politiques au Bénin. Et ces acteurs culturels venus des 12 départements du pays se disent prêts pour relever le défi. D'ailleurs, de la culture à la politique, ces maîtres d'œuvre de l'esprit restent lucides dans leur engagement. Vous connaissez beaucoup d'artistes qui sont députés, qui sont même présidents de république ailleurs. Et donc les sujets qu'on aborde dans nos chansons, dans nos œuvres, ne sont que des questions qui concernent la population. Et nous estimons bien placés pour parler au nom de la population, ce que nous faisons déjà bien dans nos œuvres artistiques. Et moi, je suis dedans depuis des années. Et je me sens tout à fait à l'aise de prendre la parole en public pour dire les choses, pour faire des propositions concrètes de loi pour changer positivement la vie des gens. Forte mobilisation donc du monde culturel béninois qui annonce une expertise peu commune pour le Bloc républicain dans l'optique des prochaines joutes électorales. Une expertise qui sera évaluée au soir des législatives du 8 janvier 2023. Nous allons à présent faire un tour à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi pour faire un zoom sur la coopération entre cette municipalité et le conseil départemental de Vendée en France. Une délégation du conseil a été en effet reçue ce mercredi par les autorités municipales d'Abomey-Calavi. Au menu des discussions, le renforcement du partenariat à travers des projets de développement durable. Reportage. C'est une prise de contact entre la mairie d'Abomey-Calavi et une délégation du conseil départemental venue de la Vendée en France. Une rencontre qui coïncide avec les 30 ans de la coopération entre le Bénin et la Vendée. Des échanges, il ressort que la délégation réaffirme son engagement à intervenir sur plusieurs plans dans la municipalité d'Abomey-Calavi. C'était important pour nous, nous l'avons dit, monsieur le maire, de pouvoir donner un coup de pouce
à l'association des boulangers et pâtissiers béninois, tant sur l'aspect technique, mais puis le département apporte évidemment un appui financier pour renforcer les capacités locales. Nous sommes à l'écoute de vos besoins et les sujets que vous avez évoqués sur les aspects économiques, culturels et touristiques sont intéressants et bien sûr s'inscrivent dans une dynamique communale. Le maire d'Abomey-Calavi, Évariste Angelo Arwandinou, avait besoin de l'appui de la partie française pour mobiliser les artisans, dynamiser le développement local. Opportunité pour lui d'exprimer d'autres besoins sur lesquels le conseil municipal entend voir intervenir la Vendée. Dans ce processus, nous souhaiterions vivement votre accompagnement pour la réalisation de quelques projets touchant notamment le domaine économique à travers la création d'un centre de formation en boulangerie, le développement des cultures maraîchères, le développement de l'hôtellerie et du tourisme et le développement de l'agro-business. Dans le domaine culturel, nous avons la construction de la maison de la culture d'Abomey-Calavi. Il est à noter qu'une délégation de jeunes Vendéens ont été accueillis ici au Bénin courant avril 2022. Il s'en est suivi une formation en boulangerie-pâtisserie sur le blé, la farine de blé, le pétrissage, la fermentation, le façonnage manuel. Il a été aussi question de la fabrication du pain sucré salé, l'utilisation des farines locales de manioc, maïs, patates douces, bananes, plantains. Et parlant toujours de relations bilatérales, le Bénin et la République du Congo veulent insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. C'est dans ce cadre qu'il est organisé ce mercredi la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et la République du Congo au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ces travaux qui se tiennent 15 ans après la 2e tenue à Brazzaville ont connu la participation du ministre congolais en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Oulia Tsanoussi pour le compte rendu. Le ministre béninois des Affaires étrangères accueille ici à Cotonou son homologue congolais de la coopération internationale et sa délégation. C'est dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. En effet, tous deux coprésident la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et le Congo. Une session qui intervient 15 années après la 2e tenue à Brazzaville. La présente session, à mon sens, permettra à nos deux délégations de dialoguer avec une intensité renouvelée, en toute franchise, en toute fraternité, en toute amitié, dans le cadre d'une coopération que je veux rénover, mais surtout approfondie. Entre partenaires, mieux, entre amis, on se dit tout ce qui va moins bien et ce qui pourrait mieux aller. Ainsi, y a-t-il lieu de nous féliciter de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs Excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Patrice Talon, président de la République du Bénin, de dynamiser et de diversifier davantage nos relations de coopération. Pour ce faire, il nous incombe, lors de nos travaux, de créer les conditions propices à l'atteinte de cet objectif. La présente session fait suite à la réunion des experts. Les principales thématiques abordées au cours des travaux ont rapport notamment à la revue du cadre juridique institutionnel de la coopération. Dans ce cadre, des accords ont été signés en vue du bien-être de leurs populations respectives. C'est une étape importante que nous venons de franchir. En effet, la signature au cours de la présente session de 2 accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti, lesquelles constituent notre programme d'action au cours des prochaines années, participent de notre volonté de consolider, de diversifier
et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération que nous voulons fructueuse et mutuellement avantageuse. Je voudrais vous dire combien nous attachons du prix à l'application des 10 accords de coopération. Le ministre béninois des Affaires étrangères, satisfait tout comme son homologue de l'organisation de cette 3e session, a adressé ses félicitations aux experts des 2 pays pour les 2 jours de labeur qu'ils ont eus. Le retour que j'en ai eu témoigne du sérieux qui a caractérisé leurs travaux, de l'intensité des débats qu'ils ont menés et de la qualité des conclusions sur lesquelles ils se sont accordés. En effet, au cours des travaux de cette session, nos 2 délégations se sont attelées à consolider les acquis de la coopération entre le Bénin et le Congo, ainsi qu'à définir les nouvelles orientations dont la concrétisation contribuerait fortement à la redynamisation de la coopération, ainsi que le souhaitent nos 2 leaders, nos 2 chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Patrice Talon. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent de façon éloquente les nouvelles dispositions de notre coopération bilatérale, et le communiqué conjoint que nous venons de signer en est le reflet tangible, ainsi que l'acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette session. Occasion pour l'autorité de rassurer ses hôtes de la disponibilité du gouvernement du président Patrice Talon à prendre toutes les dispositions utiles pour tirer le meilleur des recommandations formulées par cette session. La 4e session qui se tiendra à Brazzaville au Congo sera l'occasion de continuer les échanges dans le sens de leur renforcement. Dans un tout autre registre, les membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique se sont réunis ce mercredi en session annuelle au titre de l'année 2022. Les assises ont été consacrées au point de la situation que vivent les populations de certaines communes du Bénin suite à la montée des eaux. Les recommandations formulées en 2021 ont été également examinées pour améliorer les stratégies du gouvernement face aux inondations. Le ministre de l'Intérieur, qui préside la plateforme, a procédé au lancement des travaux de la session en présence de ses collègues de la santé et des affaires sociales. Reportage. Après ces assises de 2021, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique tient ce mercredi 7 septembre sa session annuelle 2022. C'est le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, secrétaire permanent de la plateforme, qui présente ici le point de la situation, le niveau d'alerte dans les différents bassins, le bilan des dégâts et les difficultés rencontrées. Sur ces images, Malanville, Karimama, Adjoum, Bonou et Zayanado sont dans la zone rouge, pendant que Atiémé et Grand Popo sont en alerte jaune. Les inondations de 2022 ont déjà occasionné plusieurs décès. Nous avons eu 4 décès enregistrés du fait des inondations de façon directe. Nous avons 20 décès liés à l'eau. Nous faisons la différence entre les décès directement dus aux inondations et les décès liés à l'eau. Parce que l'eau tue tous les jours. L'eau tue tous les jours, mais ce n'est pas les inondations qui tuent tous les jours. Il y a une inondation lorsque l'eau occupe un espace qui n'occupait pas habituellement, ou que l'eau monte quelque part où elle était habituellement. Donc c'est lorsque dans les milieux lacustres, il y a montée d'eau et que le seuil de l'orange est franchi, que nous considérons qu'il y a décès par inondation directe quand les gens meurent dans ces endroits-là. C'est leur milieu naturel. De la même manière, lorsque quelqu'un tombe dans un puits et qu'il meurt, même si c'est en période de pluie, ce ne sont pas les inondations qui l'ont tué. Ça, c'est l'eau qui l'a tué. Et nous faisons cette distinction. Ce qui nous a permis de faire la différence entre le nombre de décès directement dus aux inondations, qui est de 4, et le nombre de décès dus à l'eau, qui est 20. À ce bilan s'ajoute, comme on peut le constater, l'endommagement des infrastructures socio-communautaires avec 10 063 sinistrés selon les chiffres provisoires. Comparativement à l'année dernière, les statistiques relatives aux dégâts occasionnés par la montée des eaux à cette même période sont légèrement en baisse, fruit des efforts que déploient les services chargés de la protection civile grâce aux actions mises en œuvre par le gouvernement. Au nombre des principales actions menées, on peut citer
la vulgarisation des prévisions saisonnières par des radios communautaires et à travers des échanges avec les populations, l'activation des plateformes départementales et communales de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, l'introduction en Conseil des ministres d'une communication relative à la présentation de la situation, communication qui a abouti à la mise à disposition de moyens pour des actions urgentes en vue d'atténuer les souffrances des populations. L'une des difficultés auxquelles est confrontée la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique est l'insuffisance du niveau de coproduction de la protection civile. Les populations sont alors une fois encore invitées à changer d'attitude et surtout à respecter les consignes sécuritaires que donne le ministère de l'Intérieur au fur et à mesure que la situation évolue. Parlons à présent de la promotion de l'auto-emploi des jeunes qui est au cœur d'une formation à Djougou, une initiative de l'Association des ambassadeurs du développement d'Afrique en partenariat avec la mairie de Djougou. Les participants sont pour la plupart des hommes et des femmes désireux d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Au terme de 2 semaines de cours théoriques et pratiques, les participants ont reçu leurs attestations de fin de formation. Suivant. C'est le couronnement de 2 semaines de formation qui est ici matérialisé par la remise d'attestations à ces hommes et femmes formés dans divers domaines pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Une initiative de l'Association des ambassadeurs de développement d'Afrique qui entend ainsi faire de la commune de Djougou une plaque tournante des produits agroalimentaires et cosmétiques de qualité. Notre objectif, c'est de faire en sorte faire de Djougou un pôle d'attraction où de ces 6 mois, tous les jours, nous allons voir des bâchers venir s'approvisionner des volailles ici, à Djougou. Au-delà de ce module sur l'élevage, nous les avons initiés sur la production de la tomate contre saison. Et à cet effet, je peux vous dire que nous avons déjà un terrain à titre d'expérimentation où nos pépinières attendent impatiemment quelques jours pour être repiquées. Aussi, pour le 3e module, nous avons formé pour la plupart, surtout les femmes, sur la production du savon. Plusieurs sortes de savon, vous pouvez constater à côté. Et ce qui m'enchante beaucoup plus dans une perspective associative. Tous, autant que nous sommes là, ont décidé de se mettre ensemble et c'est là notre force. Cette initiative est soutenue par la mairie de Djougou. Elle vient à point nommé mettre en valeur les activités entrepreneuriales au fin de booster durablement l'économie locale. Vous avez fini l'essentiel, mais le plus dur reste à venir, la volonté de vous installer. Et ce courage, je voudrais vous exhorter à l'avoir et à dire, nous affrontons les conditions environnementales, nous ferons tout pour réussir. Et je voudrais prier Dieu pour qu'il vous accompagne. Vous trouverez à la mairie de Djougou des personnes disponibles pour vous accompagner dans ce que vous voulez, à condition que vous le faites avec foi. Au-delà de la promotion des activités entrepreneuriales pour le développement local, cette formation vise également la création d'une association panafricaine de développement à Djougou. Alors à présent, à Porto Novo, où la construction de la ville n'est plus uniquement l'affaire de l'État et de la mairie. Un citoyen du nom d'Antoine Rundagnon a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en contribuant fortement à la réalisation de certaines rues pavées. Ces rues pavées sont mises en service ce mercredi en présence de la secrétaire exécutive de la mairie, Isabelle Essou, et du maire Charlemagne Nyankoti. Les détails. Des rues secondaires et tertiaires du quartier Akonaboué dans le 5e arrondissement de Porto Novo, entièrement pavées. Ces rues sont pavées grâce à la forte contribution d'un citoyen de la ville,
Le patriarche Antoine Rondaillon, PDG de l'établissement, plus jamais la maladie de la prostate. L'homme a pris en charge la réalisation de la couche de base sur laquelle sont posés les pavés, qui sont en fait des pavés récupérés sur des voies désormais asphaltées. Environ 3 km de voies ont été ainsi pavées, une manière pour Antoine Rondaillon d'accompagner le chef de l'État dans sa politique d'aménagement de la ville capitale. Je suis en train d'accompagner 2 personnes. La première, c'est le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui nous a émerveillés. Depuis 1960, je n'ai jamais vu un chef de l'État comme ça. J'ai vu en un temps record les voies bitumées. Maintenant, il a fait tout ça là. Pourquoi ne pas l'accompagner? Je vais accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, et le maire de Porto Novo, Yankoti, Charlemagne. Je vais les accompagner et il y aura une visibilité. Vous tapez à ma porte, vous m'appelez la nuit pour le développement de Porto Novo, je suis preneur. Le maire Charlemagne Yankoti est tout fier du citoyen Antoine Rondaillon qui, comme le souhaitait le président américain John Kennedy, citoyen, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je suis très ému, c'est énorme pour un citoyen qui s'engage à le faire. Et au nom du conseil municipal de Porto Novo, au nom de toutes les filles et tous les fils de la ville de Porto Novo, je voudrais lui témoigner publiquement notre reconnaissance en attendant qu'un compte rendu soit fait au conseil. Notre prière, c'est qu'il nous accompagne jusqu'où on n'aura pas du tout peur et Dieu lui donnera la grâce de le faire. Nous saisissons cette occasion aussi pour solliciter la SGDS de bien vouloir se pencher sur ces nouvelles voies-là. Nous prenons l'engagement déjà de les verdir. Nous allons prendre des dispositions comme cela se fait dans le cadre de l'asphaltage de les verdir et de les éclairer aussi. Nous allons solliciter à cet effet le ministre de l'énergie aussi de voir dans quelle mesure il pourra nous aider dans cette œuvre gigantesque que Papa Rondaillon est en train de faire. En dehors des travaux de pavage qui vont se poursuivre, Antoine Rondaillon entend bientôt entamer la réfection de plusieurs salles de classe à travers toute la ville de Porto Novo. Sur l'annoncé en titre, séance de travail des systèmes financiers décentralisés à Cotonou. La rencontre est initiée par la Direction générale de la microfinance en vue de mener des réflexions avec les acteurs sur la sécurisation des installations des institutions et leur rentabilité. Au cours des assises, une présentation est faite aux participants sur les résultats des recherches effectuées à cet effet. Teddy Goudalo pour les détails. Ces acteurs du monde des systèmes financiers décentralisés s'approprient à travers cet atelier les résultats des recherches effectuées sur la question de sécurisation des installations des institutions. La rencontre initiée par la Direction générale de la microfinance vise entre autres à évaluer les coûts liés aux mesures de sécurisation des opérations au sein des SFD. L'atelier qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir à comment nous allons pouvoir conjuguer ensemble une meilleure sécurisation des installations des SFD et leur permettre en même temps une meilleure rentabilité. Cette question de sécurisation des installations doit être prise en compte dans la recherche ou la quête de la rentabilité des institutions de microfinance. C'est pour cette raison que le projet ADAPAMI a accepté accompagner le Comité national de microfinance et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance afin d'approfondir le problème, mieux comprendre, mieux cerner la problématique afin d'aider l'ensemble des acteurs du secteur de la microfinance à contrôler, sinon à maîtriser la question de la sécurisation. À fin avril 2022, seulement 34 points de service des SFD sur près de 700 ont été constatés sécurisés par les forces de l'ordre. Le coût de la sécurisation par les éléments de l'état-major étant un casse-tête pour les systèmes financiers décentralisés, il urge donc pour eux de trouver une solution alternative.
Il a été institué par décret numéro 2016-774 en date du 23 décembre 2016, un comité chargé d'étudier les modalités d'exécution des prestations de sécurisation des institutions financières, des centres commerciaux et des autres unités économiques privées. En effet, certains systèmes financiers décentralisés se sont limités jusqu'à nos jours à l'ancienne pratique de sécurisation en ayant recours aux agences de gardiennage et de sécurité avec tous les risques que cela comporte. Au regard de leur rôle social et leur contribution à la lutte contre la pauvreté, les systèmes financiers décentralisés suggèrent l'application d'une tarification spéciale. Un plaidoyer est d'ailleurs engagé dans ce sens sur recommandation du Comité national de microfinance. Où en est le Bénin dans la formulation des stratégies pour une transition fiscale? Cette question est au cœur de l'atelier qui regroupe les cadres du ministère de l'économie et des finances et plusieurs experts du domaine fiscal. Les travaux qui se déroulent à Grand Popo sont l'occasion pour les parties prenantes de faire un point à mi-parcours de cette transition afin de revoir les perspectives. Clément Adjadé pour plus de précisions. 3 jours d'immersion et de formulation des stratégies pour assurer la transition fiscale au Bénin. C'est autour de cet atelier qui regroupe les différents acteurs qui œuvrent pour la détermination du champ de la fiscalité afin de répondre aux défis des ressources intérieures des pays conformément aux normes communautaires. Il s'agit donc pour les participants de passer en revue les indicateurs de suivi de cette transition fiscale, l'agrégat des recettes fiscales au sein de l'UEMOA et les réformes de la Direction générale des impôts et celle des douanes. Dans le but de renforcer la mobilisation des ressources intérieures, les pays mettent actuellement en œuvre des politiques de transition fiscale qui ont pour objectif de substituer des ressources de fiscalité interne à des recettes tarifaires en diminution en raison des politiques de libéralisation. L'introduction du programme de transition fiscale dans l'espace de l'UEMOA a permis d'instaurer un cadre adéquat pour faciliter les échanges intracommunautaires entre les pays membres. Au lancement de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances est revenu sur l'importance de cette activité avant d'inviter ses collègues au sérieux au cours des travaux. Cet atelier de Grand Popo sur l'immersion et la formulation de la stratégie de transition a été aussi l'occasion des approches de services fiscaux pour la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle, sans oublier l'évaluation du niveau de transition atteint par le Bénin. Le présent atelier d'immersion et de formulation de stratégie de la transition fiscale permettra de nous abreuver à la bonne source pour nourrir nos réflexions sur les enjeux de la transition fiscale au Bénin. Dans ce cadre, les différentes communications qui seront présentées permettront à chaque membre du comité de disposer des connaissances actualisées de politique fiscale pour que des propositions pertinentes d'axes de réforme à intégrer dans le programme de transition fiscale soient faites. Actualiser la connaissance pratique des membres du CNSPTF sur les outils de suivi de la transition fiscale, ressortir les déterminants d'une transition fiscale inachevée, formuler des propositions de réforme pour réussir la transition fiscale. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vous vous rendez compte, autant que moi, de l'importance que revêt la tenue de cet atelier à l'aune des différents objectifs poursuivis. À l'issue des travaux de cet atelier, le rapport final des participants et organisateurs permettra d'avoir une idée claire des performances du Bénin en matière de transition fiscale afin de se focaliser sur les perspectives. La République du Bénin, à travers son département du numérique et de la digitalisation, fait un pas de géant sur le vaste chantier du développement des compétences numériques. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a procédé avec le directeur général de Smart Africa à la signature et au lancement de l'Académie numérique nationale. Dans le viseur de cette initiative qui vient s'ajouter à l'école d'un métier du numérique, 5 domaines stratégiques d'intervention. Voici le reportage signé Akimé Ousseine. D'ici 2030, quelques 230 millions d'emplois sur le continent nécessiteront
un certain niveau de compétences numériques. Le besoin, la projection et le diagnostic sont réels. A contrario, les ressources humaines pour répondre à cette demande constituent la préoccupation de l'instant. L'analphabétisme numérique préoccupe. Aurélie Adam Soulé tient le bon bout. Cette signature, pour moi, est une étape très importante pour ce passage à l'échelle. Nous allons pouvoir donc utiliser, exploiter, explorer cet instrument pour ne pas former 50, mais 500 jeunes, mais 1000 jeunes, mais 10 000 jeunes. C'est en reconnaissance de ces enjeux que l'initiative Smart Africa Digital, l'Académie SADA en abrégé, se propose d'interagir dans 5 domaines stratégiques, notamment l'initiation autique pour tous, la spécialisation informatique et plus encore, le renforcement des capacités des politiques et décideurs. Le contenu est riche et l'attente grande. Le Bénin prend aujourd'hui les devants à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Merci à Smart Africa pour tous les efforts, pour l'appui constant, pour la coopération fructueuse que nous avons. Le Bénin continuera de rester actif dans cette alliance qui a du sens pour nous et qui fait que l'Afrique s'en sortira grandie et le Bénin avec le hub central justement pour les services numériques. L'initiative Smart Africa est inscrite aux côtés de celle précédente et qui honore l'École des métiers du numérique et la formation ICDL de 1500 fonctionnaires de l'administration béninoise. Aujourd'hui, 8 septembre 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la 57e journée internationale de l'alphabétisation. En prélude donc à l'événement, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux citoyens béninois. À l'occasion, il a levé un coin de voile sur les réformes entreprises et celles en cours dans ce sous-secteur. Nous allons suivre. Cette journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de reconsidérer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation en vue d'une transformation efficace, prenant en compte tous les aspects d'une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous. L'alphabétisation, au-delà de son importance inhérente en tant qu'élément du droit à l'éducation, permet à l'individu de s'émanciper et d'améliorer ses conditions de vie. Elle lui procure plus de capacité à choisir un type de vie sécurisé et durable. Elle permet à l'individu de communiquer et d'interagir efficacement avec le monde dans une vision de développement durable. Pour Planella, je cite, « Il urge la mise en place d'une alphabétisation numérique, ce qui permettra non seulement d'éviter la fracture numérique et intergénérationnelle, tant familiale que scolaire et sociale, mais aussi de promouvoir l'inclusion sociale. » Fin de citation. Le programme d'action du gouvernement, PAG, en son axe 5, stipule « Les ambitions actuelles du développement et les réformes éducatives exigent une meilleure organisation et l'arrimage du sous-secteur de l'alphabétisation au système éducatif formel afin de lui donner toutes les prérogatives concourant à l'élimination de l'analphabétisme. Mon département ministériel s'est alors engagé dans la promotion d'une éducation de développement en adéquation avec le plan sectoriel de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle et le numérique, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula, ainsi que le système de suivi-évaluation et l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Dès lors que l'éducation constitue au Bénin l'un des piliers sur lesquels le gouvernement compte agir pour le décollage socio-économique du capital humain, il est impérieux de transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Je l'ai annoncé à l'entame du journal, des acteurs du monde scientifique se sont mobilisés ce jeudi 8 septembre 2022 pour ensemble étudier,
analyser et valider le rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation au Bénin. Et c'est à la faveur d'un atelier dont les travaux se déroulent à Cotonou. Le point de l'ouverture des travaux dans ce reportage. C'est au cabinet international de consultation LACAS qu'a été confiée l'étude de la rédaction du rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation au Bénin. Une fois finalisé, ce document présenté ici est soumis à l'appréciation de ces acteurs scientifiques en vue de sa validation. L'un des problèmes de la recherche au Bénin, ce n'est pas seulement les problèmes de financement ni les problèmes de la recherche. En fait, de la recherche se fait. Mais généralement, nous ne savons pas où ces différents acteurs se trouvent. Donc, en faisant cette cartographie, nous mettons ensemble ceux qui produisent la recherche, c'est-à-dire les offreurs, avec ceux qui consomment cette recherche et innovation, c'est-à-dire les demandeurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, initié pour une durée de 4 ans avec pour coordonnateur régional l'Agence universitaire de la francophonie. Le projet a pour initiateur un consortium composé du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Un consortium mis sur pied par un travail disons, orienté sur la recherche-innovation. C'est-à-dire, le travail concerne précisément la valorisation des résultats de recherche dans la sous-région. Et c'est un travail qui a été financé par l'OEACP grâce au Fonds européen de l'Union européenne. Après la validation du document de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche-innovation au Bénin, la plateforme sera mise en place afin de renforcer les relations entre ceux qui développent les technologies et ceux qui sont dans le besoin. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.